That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de recevoir un cinéaste que je suis depuis quelques années et qui vient de réaliser son deuxième film de fiction, si je me trompe pas, son deuxième long métrage de fiction qui s'appelle La Nuit des Rois et qui sort cette semaine. Et d'abord, tout simplement, juste merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien et surtout, comment vous vous sentez? Comment allez-vous? Merci déjà pour de me donner la parole à Microciné. Je me sens très bien, c'est une sortie, c'est normal on m'a posé la question tout à l'heure, de stresser, ça n'amène pas plus de spectateurs en salle. Donc tout va bien. On Bon, arrive aussi avec La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, c'est un film qui sort par JHR Film en France un an après sa première à Venise. Par rapport au Covid et tout ça, ça a été compliqué. Donc du coup, le film a déjà un parcours, a déjà fait parler de lui. Et donc voilà, tout va bien. alors avant de commencer, je voudrais quand même remercier énormément Macna Press et par le biais de Hilario qui, grâce à lui, a pu concevoir cette émission, enfin le fait que nous puissions nous parler. Donc merci beaucoup. Écoutez, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis dans une position un peu compliquée parce que généralement les journalistes essaient de ne pas être trop subjectifs, mais c'est très compliqué pour moi de ne pas être subjectif. J'ai trouvé votre film incroyable. Il continue encore de me hanter, si je peux dire ainsi. J'ai été bouleversé. Je l'ai vu d'une traite, alors que malheureusement, j'ai pas pu le voir dans une salle de cinéma, mais sur un écran d'ordinateur. Mais pour moi, il n'y avait plus de limite, il n'y avait plus de cadre. Tout était intemporel, c'était suspendu. J'ai rarement eu cette sensation devant un film. Je n'avais pas peur, mais je frissonnais de joie. J'ai rarement vu un film qui m'a mis dans cet état de transe. C'est pour ça que je suis très ému et très content qu'on puisse en discuter. Je vais essayer de mettre ma Ouais, subjectivité de côté, même si c'est pas évident. En tout cas, je tenais vraiment à dire bravo et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous regardent à aller merci. voir ce film parce qu'il est vraiment incroyable. Et je voudrais juste commencer par une chose, une question qui peut-être a un lien avec votre enfant, votre adolescence, mais vous avez été un cinéphile passionné de films fantastiques, de films de genre? Oui, oui, j'ai grandi à Abidjan et ma maison était collée à un cinéma dans les années 80. Ma maison était collée à un cinéma, Le Magique, à Marcory. Et donc, j'ai passé toute mon enfance dans ce cinéma. Ma mère utilisait ce cinéma comme une garderie. Elle me mettait des fois pendant 15 minutes, elle venait me rechercher, des fois pendant 30 minutes. Donc, je voyais jamais les films totalement en entier. Mais en fait, Le Magique, c'était que des films karaté, que des péplums et que des films de Bollywood. Donc j'ai vraiment été formé à la structure du film de genre. Voilà, parce qu'en fait le film de genre, quelque part, c'est toujours la même histoire. Donc c'est bien pour apprendre. Voilà. Quand on arrive et qu'on voit un film de Bollywood, il y a une famille avec un enfant, un garçon, et puis ils ont une petite boutique, les parents, et puis un jour il y a une tempête, l'enfant il est perdu, et puis 20 ans après il revient, il veut épouser une jeune fille, et il se trouve que c'est sa sœur. Voilà, donc on a toujours un peu les mêmes codes, et ça c'est des choses que j'aime bien parce que il y a une notion d'archétype, il y a une notion Hmm. d'originel, c'est-à-dire voilà, il y a des pieds qui ne changent pas et donc du coup ça m'a ça m'a ça m'a amené vers le film de genre. Ça m'a amené vers le film de genre. Les seuls films que je voyais à cette époque qui étaient peut-être, on va dire, du cinéma d'auteur, du cinéma à essai, c'était aussi du film de genre puisque c'était un burlesque et c'était Chaplin. Voilà, c'était Charlot. Quand on avait la chance d'aller au centre culturel français parce que quand on nous laissait rentrer, ben là on voyait Charlot et là on était émerveillés pour une semaine. Voilà, donc j'ai vraiment grandi dans le cinéma de genre et j'essaye aujourd'hui de faire quelque chose de différent, mais de rester toujours
en lien avec ces codes-là, de jouer toujours avec ces codes-là. Donc là, il se trouve que c'était le film de prison, qui est un film de genre aussi, qui est un genre dans le cinéma. Et j'ai pas vraiment fait un film de genre de prison, mais j'ai joué avec les codes du film de prison. Voilà. Mais c'est incroyable ce que vous dites parce que vous évoquez la figure donc de Chaplin et moi je ne peux là je viens d'avoir un flash et je pensais à ce moment-là à toutes ces parties, on va raconter l'histoire mais juste à toutes ces parties où Roman donc raconte ces bouts d'histoire à la manière de Scheherazade et ces histoires sont soit d'une part illustrées par votre caméra, c'est-à-dire que dans un quand vous filmez à l'épaule en prison et quand on sort de la prison pour voir visualiser les histoires racontées par Roman, ça n'est plus filmé à l'épaule, c'est filmé en plan simple, fixe, il y a autre chose. Mais surtout, c'est aussi parfois accompagné par ces prisonniers qui miment, qui dansent, qui aèrent l'espace et c'est vraiment du burlesque ça aussi. Oui, c'est du corps, c'est de la danse, c'est de la pantomime. C'est de la désarticulation. Donc effectivement, on se rapproche de ce qu'on retrouve dans le burlesque. Pour moi, c'était important en racontant une histoire en prison, en racontant une histoire à la Maca et en évoquant des images de cette histoire, parce qu'il y a Roman qui est mon personnage principal qui est obligé de raconter, et donc on part dans les histoires qu'il raconte. Mais j'avais pas envie que la Maca soit simplement un lieu de narration. J'avais envie que ce récit soit porté par les corps de la prison, qu'il soit porté par les personnages, qu'il soit porté par les voix. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces danseurs, il y a tous ces joueurs qui rejouent l'histoire en fait. Et à la fin, c'est toute la prison qui raconte cette histoire. Alors la Maca, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est une prison incroyable. C'est pas une prison, c'est un personnage en fait. C'est un personnage vivant parce que quand on voit, voilà, c'est une espèce de cour des miracles et qui se trouve donc dans Abidjan, pardon, excusez-moi, c'est la seule prison et elle a une particularité cette prison, c'est qu'elle est d'ailleurs à un moment dans le film ils le disent, c'est dirigé non pas par les policiers mais par les prisonniers dont un qui s'appelle qu'on surnomme Barbe Noire et le film commence par une espèce d'information où on nous explique que dans une prison, il y a je pense que c'est un Dangoro, je crois, qui est joué par Steve Tienche, qu'on connaît très très bien, et il est le leader de cette prison, mais il est vieux et il va mourir. Et comme parce qu'il va mourir, il doit donc se tuer pour laisser la place à un autre leader. Mais lui, il ne veut pas. Et à ce moment-là, le film commence et on voit un gars, un petit jeune, dans une fourgonnette qui arrive en prison, dans cette prison qui est juste incroyable. Et le Barbe Noire comprend que c'est un peu la destinée qui lui ramène ce jeune homme qu'il va surnommer Roman et il lui dit tu dois leur raconter des histoires toute la nuit comme ça lui en parallèle on comprend qu'il a d'autres projets et le film commence comme ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, ça aurait pu être une série, comment dire, de rebondissements, de choses spectaculaires, parce que nous sommes en prison, c'est compartimenté. Mais vous prenez l'audace et l'envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais avant d'aller beaucoup plus loin que ça, je voulais vous demander comment vous avez trouvé cet endroit. Vous l'avez trouvé comment? Est-ce qu'il était réel? Est-ce que ce décor était réellement fait de cette manière ou il y a eu des choses qui ont été rajoutées quand vous avez écrit cette histoire, est-ce que ce que nous voyons à l'écran c'est exactement comme ça que vous décriviez cette prison? Il y a plusieurs choses. C'est que la Maca, c'est une prison qui est construite en banlieue d'Abidjan, en périphérie d'Abidjan, et qui est construite dans une forêt. Voilà. Donc effectivement, déjà visuellement, c'est une prison qui est assez impressionnante parce qu'on a l'impression qu'il y a un seul bâtiment au milieu de la forêt. Voilà. Donc ça, c'était intéressant pour moi. C'est un gros bloc de béton qui est posé comme ça au milieu de la forêt. Donc déjà, ça, c'est la vraie Maca. C'est celle-là qu'on voit dans le film. On a travaillé un peu avec des effets spéciaux pour renforcer la forêt et tout. Mais bon, le décor était déjà là. Et comme vous dites, c'est le personnage principal du film. C'est le premier personnage du film. Et par la suite, quand on rentre dans la prison, on fait le tour, le début du film, on fait le tour de la prison avec notre personnage, on rentre dans la prison et après, c'est un décor qu'on a complètement reconstitué
à Grand Bassam, à 1 heure d'Abidjan. On a pris 2 bâtiments coloniaux qu'on a collés avec mon décorateur Samuel Tesser et on a fait ce long corridor comme ça. Donc en fait, la prison de la Nuit des Rois, on a travaillé sur des raccords de fenêtres et tout ça, mais la prison de la Nuit des Rois ne ressemble pas forcément à l'intérieur de la Maca. La prison de la Nuit des Rois ressemble peut-être plus à des prisons d'Amérique du Sud. Voilà. D'accord. Comme dans la cité, oui, il y a un lien avec la cité de Dieu, avec les favelas, les microbes, les fameux gangs de gosses qui font cela. Quand on connaît un peu vos travaux, quand on connaît un peu vos films, sans rentrer dans les détails de votre vie privée, de votre enfance et adolescence, et quand on voit le film, dans quel milieu le film se déroule, dans une prison, et puis il y a aussi des résonances avec la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, parce qu'on y voit des images de Laurent Gbagbo, pardon, et donc très vite, comme moi je suis votre travail depuis un certain temps, je me suis posé cette question. Même si vous faites des films depuis très longtemps, donc vous savez exactement comment. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Pas très bien. Ah. Ça a beaucoup coupé. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? En fait, ce que je voulais savoir, c'est que comme je suis vos travaux depuis Il y a des soucis de connexion. Ah, c'est chez vous, parce que moi, normalement, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, c'est mieux. Bon, oui, là, c'est bon. Ok. Ouais. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème. Hein. Non, là, c'est bon. Bon, ouais. Je disais donc que si comme moi qui suis vos travaux depuis un certain temps, je connais un peu, voilà, par exemple votre maman, enfin ce qu'elle faisait et le rapport que vous aviez, et en voyant ce film-là, je me suis posé la question: comment fait-on pour écrire ce genre d'histoire avec le passé qu'on a pu avoir? Comment on crée cette distance pour pouvoir écrire ce genre d'histoire? Et pas sombrer dans les motifs. Voilà, comme je disais au départ, cette histoire, elle vient d'un ami qui sortait de la Maca et qui m'a raconté ce rituel de roman, qui est un vrai rituel à la prison, de choisir un prisonnier et de lui faire raconter une histoire. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc, quand cet ami m'a raconté cette histoire vraie, j'ai vu tout de suite un dispositif, un personnage et une urgence. Mais ça ne suffit pas quand même pour travailler pendant 3 ans et demi. Il se trouve que cette histoire est venue rejoindre mon histoire familiale. Effectivement, ma mère était à la Maca, côté femme, pendant 1 an pour des raisons politiques, sous Fouette-Boigny. Donc, c'est une prison que j'ai beaucoup visitée en tant qu'enfant, 1 fois par semaine. J'allais en taxi collectif et la Maca, c'est une prison très, très ouverte, assez ouverte. Donc, les parloirs sont communs, hommes et femmes. Il n'y a pas de vitres, il n'y a pas trop de murs dans les espaces communs. Et donc, il y a pas mal d'interactions qui peuvent arriver avec certains prisonniers et tout ça. Donc, j'ai gardé des images très fortes de ça. Mais ça, c'est le départ. Ça, c'est le départ, on va dire, la sensibilité. Après, depuis ça, j'ai fait un vrai travail sur les prisons depuis pas mal d'années. J'ai fait un ciné-club en France dans les prisons avec ma co-réalisatrice Delphine Jacquet sur un court-métrage Affaire Libinski. On a fait un tour des centrales en France. J'ai visité beaucoup de prisons, j'ai des amis, des frères et tout ça. Donc la prison, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que c'est le miroir grossissant de la société. Quand vous allez dans un pays, si vous voyez la prison, vous comprenez tout de suite la société dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous êtes. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours d'observer. Et pour moi, c'est une société à part entière. Généralement, quand on fait des films sur la prison, je simplifie, mais c'est soit pour dire les prisonniers sont gentils et il faut pas être trop méchant avec eux, soit les prisonniers sont méchants et il faut être plus méchant. Voilà. Et je trouve ça un peu réducteur. Ce qui m'intéresse, c'est la société que peut fabriquer la prison, que peuvent fabriquer les prisonniers ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur la Nuit des Rois, dans la Nuit des Rois, j'ai travaillé sur un groupe qui a ses codes, qui a ses lois, qui a ses croyances, qui a son gouvernement. C'est ça qui m'intéresse. Comment on circule en prison, comment les messages circulent, comment la communication circule, comment la sexualité s'installe, comment le pouvoir s'installe. Voilà, ça, c'est des choses
c'est des choses qui Tout de m'intéressent. suite. Quand on s'est arrêté, je posais une question sur l'éducation. Pourquoi? Parce que dans la prison, Roman raconte donc sur une nuit une histoire. Mais dans cette histoire, il y a aussi l'idée de transmission. Et donc, quand on transmet quelque chose, il y a aussi une forme d'existence, une forme d'éducation. Et j'ai l'impression que le film aussi parle de ça, de l'aspect de l'éducation. Si on n'est pas, s'il n'y a pas la transmission, est-ce qu'une société peut évoluer? J'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là aussi dans votre film. Ben oui, le film parle de transmission, en tout cas, pas forcément d'éducation, mais de transmission, dans le sens où on est dans un parcours initiatique pour le personnage de Roman. Quand on arrive dans la prison, Roman, quand il commence son récit, il dit j'ai grandi avec ma tante Salimata qui était griotte et que je suivais tous les dimanches, elle racontait des histoires et tout ça. Et donc, on est avec un jeune homme qui a un pickpocket, hein, qui est un jeune qui traîne dans les rues d'Abidjan et qui se demande si quelque chose lui a été transmis. Il se demande s'il a quelque chose en lui qui peut faire qu'il se révèle. Et en fait, cette situation de prison, cette situation d'obligation par Barbe Noire qui lui demande de raconter, en fait, va révéler Roman. Roman va se rendre compte, en fait, que même malgré lui, inconsciemment, quelque chose lui a été transmis. Et ce qui m'intéressait dans ce parallèle, c'est aujourd'hui de regarder l'Afrique urbaine, de regarder la jeunesse urbaine et de dire qu'est-ce qu'on a de nos traditions, qu'est-ce qu'on a gardé de nos traditions et comment on peut être plus fort avec nos traditions. Et donc, c'est pour ça que la Nuit des Rois ne se déroule pas dans un petit village avec un jeune conteur, un jeune qui veut être conteur, mais se déroule en guillemets dans un lieu impur, où on a l'impression que les choses n'ont pas été transmises, que les choses ne sont pas passées. Et on se rend compte quand même que la transmission a eu lieu. Et est-ce que le cinéma peut aussi aujourd'hui, est-ce que selon vous le cinéma aujourd'hui, perd cette notion de raconter simplement une histoire? Est-ce que selon vous, il y a cet aspect-là aujourd'hui? Pas les cinémas d'Afrique, hein, j'entends bien. Le cinéma dans sa généralité. C'est une ambiguïté. C'est-à-dire que le cinéma, pour moi, perd aujourd'hui la faculté et l'enchantement de raconter une histoire. Et en même temps, il y a des histoires mainstream de plus en plus simples qui sont racontées. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si le récit, aujourd'hui, appartenait à Hollywood. Et le récit n'appartient pas à Hollywood. Le récit, c'est quelque chose d'originel. C'est les mille et une nuits, c'est tous les livres fondateurs, tous les textes fondateurs de l'humanité. Le récit, il a toujours été là. Le récit, il est universel. Que ce soit une mère qui est en train de bercer son enfant, que ce soit un père qui raconte une histoire, je sais pas, que ce soit à la radio, que ce soit dans toutes les sociétés, dans tous les âges, on a retrouvé le récit. Et en tant que cinéaste, je trouve qu'on a la chance en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, d'avoir des récits très 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 forts qui, on va dire, n'ont pas été encore complètement explorés, même si tous les grands récits se répondent, résonnent ensemble. Mais il y a des légendes, il y a des histoires en Afrique qui n'ont pas encore été explorées, et je pense que c'est important que les cinéastes s'emparent du récit. C'est pas nunuche de s'emparer du récit. Le récit, il n'appartient pas seulement à Hollywood. Le récit, il est rassembleur pour les spectateurs aussi. Voilà, c'est la salle de cinéma, elle peut devenir un lieu de conte où on se réunit autour d'un objet, autour d'une histoire. Alors, pardonnez-moi d'insister sur la notion de récit, mais je trouve ça fascinant. Pour qu'il y ait une histoire qui soit racontée, pardon, il faut qu'il y ait au moins deux personnes, au moins. La personne qui raconte et l'autre qui écoute. Et pour écouter, il faut aussi, petit 1, prendre le temps d'écouter et aussi surtout faire confiance en l'imagination. Est-ce que vous avez cette impression? Et encore une fois de plus, je ne parle pas uniquement à l'Afrique. Pour moi, votre film est universel. Est-ce que il y a aujourd'hui, vous parlez de la salle de cinéma, est-ce que par exemple quelque chose qui est arrivé il y a plus de 60-70 ans qui est la télévision, est-ce que ça selon vous provoqué des répercussions sur la notion de prendre le temps d'écouter? Ça a provoqué des répercussions sur l'attention.
Voilà, pas forcément le temps de prendre d'écouter parce que il y a des fois où on est face à nos télés et s'il y a des choses intéressantes ou s'il y a des choses qui sont adaptées à ce format, ben on peut les suivre et on peut plonger dedans, mais ça a créé une inattention. Pour moi, le spectateur de télé est inattentif. La télé est posée au milieu d'un espace qui est vide, qui n'est pas concentré ou qui n'est pas ciblé. Donc aujourd'hui, effectivement, on se bat. Je dirais que moi, quand j'ai travaillé entre mon premier film Run et La Nuit des Rois, j'ai voulu changer complètement d'approche par rapport au spectateur. Parce qu'aujourd'hui, le spectateur est sollicité, est hyper sollicité. J'ai fait une projection à Abidjan et je me disais, OK, il y a 300 personnes dans la salle, c'est super, il y a 300 personnes qui vont voir mon film. Et je me mets au fond de la salle et il y a 300 personnes qui ont leur téléphone allumé. Voilà. Donc, même dans nos salles de cinéma, quand on arrive à réunir le spectateur, on est encore en concurrence avec d'autres écrans. Voilà. Donc, aujourd'hui, et je pense qu'il faut amener des récits qui nous plongent complètement, qui nous amènent complètement dans un monde, qui nous garde dans une continuité, qui nous garde dans un relais permanent, parce que sinon, le spectateur ne nous suit plus. Oui, mais vous parliez de relais. Est-ce que c'est aussi ça qui… Parce qu'on parle rarement de l'économie du cinéma, mais c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un relais. Et par exemple, je voudrais vous poser une question. Votre film, La Nuit des Rois, si ce n'est pas indiscrète comme question, il sera distribué en France, par exemple, sur combien de copies? Il est distribué sur 72 copies. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous, 72 copies? C'est satisfaisant parce que, comme disait Sun Tzu, plus l'armée s'étend, plus elle perd en force. Donc, il faut trouver à un moment l'équilibre entre la force du film et le nombre de salles. Ça sert à rien pour un film comme ça, d'être dans 500 salles. Et en même temps, le distributeur JHR a fait un vrai travail parce que 40 salles, ça aurait été peut-être trop peu pour que aussi ça circule dans toute la France et que le bouche à oreille fonctionne. Donc on est dans un équilibre, qui est juste, je pense. Mais j'imagine que on va revenir au film, même si on parle aussi un peu du film. J'imagine que vous accompagnez le film aussi, je pense. Il y a des projections, vous l'accompagnez ce film. C'est indispensable pour un film comme ça de l'accompagner et c'est un plaisir en tant que réalisateur. Quand on passe 3 ans et demi, quand on passe 4 ans, moi j'ai commencé le cinéma en tant que projectionniste. J'ai grandi, ma maison était collée à une salle de cinéma toute mon enfance. Le lieu de cinéma, c'est un lieu qui est vraiment important pour moi. Et aller rencontrer les spectateurs dans ce lieu-là, c'est une aubaine. On arrive à créer un échange, on arrive à prolonger la discussion autour du film, l'écho autour du film, et on arrive aussi en tant que réalisateur à entendre qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les thématiques qui ressortent, quels sont les retours. Et je travaille ensuite avec ça. Est-ce que selon vous, dans une salle de cinéma, il peut rien vous arriver? Pour moi, dans une salle de cinéma, il peut rien m'arriver. C'est le lieu où je me sens le plus en sécurité, c'est le lieu où je me sens complètement enveloppé. Et quand j'ai grandi vraiment à côté d'un cinéma, et nous, on avait l'impression, toute cette jeunesse abidjanaise, toute cette enfance abidjanaise, j'avais l'impression à ce moment-là que le cinéma, c'était un monde à part entière et que quand on sortait, le film ne s'arrêtait pas. Pour nous, les gens vivaient, tous les films qu'on voyait, c'était comme un peuple qui vivait dans cet écran ou derrière l'écran. On pensait que quand on partait, ben, le film était là, et puis quand on revenait, il y avait un autre film qui était là, comme si c'était une vie permanente, une autre vie qui nous était proposée. Donc on avait ce rapport premier degré ou degré zéro avec le cinéma, avec les images de cinéma. Et j'essaye toujours dans mes films aujourd'hui de garder cet émerveillement premier. On parlait de Chaplin la dernière fois. Qui y a chez Chaplin? Qui y a chez Buster Keaton? Qui y a chez Dreyer? Qui y a chez certains cinéastes que j'appellerais primitifs ou premiers? Voilà. J'ai l'impression que ces cinéastes primitifs, malheureusement, aujourd'hui, sont peu ou peut-être mal vus. C'est une impression peut-être un peu particulière. Ils sont mal vus, un peu en France. En France, particulièrement, ils sont mal vus parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de distance avec leur objet.
et donc il n'y a pas une sorte de mise en situation, d'analyse, de perspective. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Par exemple, dans La Nuit des Rois, quand il dit oui, et le père de Zaman n'était pas son père et sa mère n'était pas sa mère, il y a des gens qui trouvent que c'est simple, là, que c'est simpliste presque. Certains critiques qui trouvent que c'est simpliste. Mais en fait, les histoires, c'est aussi les telenovelas, c'est aussi des rebondissements, c'est aussi du feuilleton. Et d'écrire ça, ça veut dire que tout d'un coup, le public est captivé et joue aussi le jeu d'être émerveillé par une histoire. Ça ne veut pas dire que le réalisateur croit que c'est de la grande littérature. Voilà. Donc, non, je dis, c'est un peu comme les prisonniers qui se trouvent dans cette prison et qui écoutent Roman raconter cette histoire. Ils la vivent aussi, cette histoire. Il y a des moments où ils dansent, il y a des moments où ils font de la pantomime. Il y a de cela. C'est une salle de cinéma très particulière, cette Maca. Cette Maca, c'est un monde à part, c'est un monde à part entière qui a ses lois, qui a ses codes, qui a ses croyances, qui a son gouvernement. J'avais envie d'observer la prison vraiment de l'intérieur, de la société des prisonniers. C'est pour ça que l'administration pénitentiaire, les gardes sont expulsés dès le début du film. Et c'est eux qui deviennent spectateurs à travers une lucarne, en fait. Les gardes sont spectateurs de cette Nuit des Rois du côté des prisonniers. Et du côté des prisonniers, j'avais envie d'engager complètement les corps dans ce récit, que le récit de Roman ne soit pas au départ, il commence tout seul et on se rend compte que c'est toute la prison qui raconte avec lui. Et par rapport à cet enchantement, les prisonniers, ils ont besoin de cette histoire. Ils ont besoin de partir dans cette histoire. Donc, il y a aussi ce qu'on dit là-dedans. Et pour rejoindre la discussion, et le point qu'on avait juste avant, c'est que le spectateur n'est pas naïf. Le spectateur sait que pour qu'une histoire fonctionne, l'auditeur sait que pour qu'une histoire fonctionne, il doit aussi jouer l'émerveillement. Donc, c'est un jeu à deux. Comment vous avez dirigé tous ces corps pendant le tournage? Ben, déjà, on a fait un travail de casting avec mon directeur de casting qui est ivoirien, Johan Richemont. On a fait un travail de casting pendant 2 ans. On a vu près de 2000 jeunes dans différents quartiers. On arrivait, on prenait une salle de mairie, on collait une affiche sans le titre du film, sans la production, sans le nom du réalisateur, juste pour que ceux qui avaient vraiment envie de venir viennent. Et il y avait un assistant qui passait avant, qui donnait des papiers à des jeunes qui trouvaient intéressants. Et on a sélectionné 40 jeunes, des danseurs, des chanteurs, des pratiquants d'arts martiaux et des jeunes acteurs. Et on est allé en atelier. On a travaillé comme ça en atelier pendant 2 mois. C'est là qu'on a défini toutes les chorégraphies. Mais quand on est arrivé sur le plateau, j'avais peur que ça fasse prémédité. Il fallait surtout pas que ça fasse prémédité. Donc là, on a travaillé une sorte d'infiltration entre les 2 premiers cercles de l'arène qui connaissent exactement, qui savent exactement qu'est-ce qui va se passer, et les figurants qui sont derrière et qui ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer et qui venaient perturber en fait ces lignes-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu un bloc, je dirais, dynamique et pas prémédité. Et en même temps, dans les figurants, il y a 25% des figurants qui sont des anciens détenus qu'on est allé chercher dans des fumoirs, dans des lieux de consommation de drogue, parce que ça arrive qu'ils sont en prison pour certains petits délits, des vols et tout ça. Et donc, eux, ils nous ont apporté justement cette notion du corps. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer si on n'est pas allé en prison. Quand j'observe les prisons, il y a une manière de se tenir, il y a une manière de se tenir dans l'espace, comme si le corps voulait ralentir le temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à expliquer aux acteurs. Et donc, le fait d'avoir 25% d'anciens détenus, ça nous a amené à les copier, à trouver cette pesanteur du corps. Comment s'est passée cette espèce de fausse opposition entre un corps non professionnel, certes, mais aussi d'autres acteurs qu'on reconnaît comme Steve Chenchu ou alors Denis Lavant. C'est très particulier parce que dans le film, on sent une espèce de, comment dire, on voit qu'il y a des, bon, personnellement, je vois qui ils sont, je les connais pour avoir vu certains de leurs films, mais
j'ai l'impression que ces deux corps-là, Denis Lavant et Steve Chen Chu, j'ai cette impression que eux-mêmes, enfin, comment dire, ils composent un personnage, mais il y a des moments, j'ai l'impression de ne plus voir le personnage, j'ai l'impression de voir les acteurs eux-mêmes qui sont aussi dans cette prison et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'est très, très troublant et je trouve que ça donne aussi un aspect assez fort au film. Oui, il y a cet espace-là. Ben, Denis Lavant, c'est un acteur avec qui j'ai déjà travaillé dans mes courts-métrages. Donc, en l'invitant en Côte d'Ivoire pour tourner dans La Nuit des Rois, je savais exactement, en tant qu'acteur blanc aussi, le seul acteur blanc dans le film, oui, c'est vrai. Oui. Je me devais absolument de le placer dans une étrangeté. Voilà. Donc, parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, j'ai fabriqué ce personnage de silence pour qu'il soit dans cette étrangeté. Donc, toute cette étrangeté fait partie du personnage. Et c'est vrai que à des moments, déjà, tous les acteurs sont acteurs et sont figurants. Parce que tout le monde doit passer des heures à écouter Roman. Et c'est là où l'acteur revient, effectivement, où, comme vous dites, on sent presque l'étrangeté de l'acteur qui est là au milieu de ses figurants en Côte d'Ivoire et qui écoute un récit. Donc, sur Denis Lavant, ça se sent. Sur Steve, ça a été différent. Steve, il est arrivé avec des gestes plus d'acteurs. Et il était en face d'acteurs non acteurs. Nous, on avait un dispositif de caméra qui nous permettait vraiment de suivre de suivre les acteurs là où ils voulaient. Par exemple, on a fait une nuit de test où on a tourné dans des conditions réelles pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et là, Steve, ça lui a permis de s'ajuster. Parce qu'en fait, même un geste d'intention était de trop face à ces acteurs qui sont bruts. Donc, il y a eu tout ce travail-là. Je pense que des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas totalement. Mais de se fondre complètement. Disons que les corps des figurants ou les corps des non-acteurs sont des corps qui sont beaucoup plus en risque que les corps des acteurs dans le film. Ça a été dur pour vous de trouver l'acteur qui jouait le rôle de Roman, enfin ce corps? Non, ça n'a pas été dur parce que en fait, Bakary Koné, il est arrivé comme ça, il a récité une poésie qui n'était pas très bien d'école. On lui a dit merci, au revoir. Et quand il est sorti, le directeur de casting et moi, on s'est regardé et on l'a fait revenir parce qu'on avait l'impression qu'il était timide et qu'il n'avait pas tout exprimé. Et tout doucement, on a commencé l'atelier sans que les rôles soient distribués. Au bout d'une semaine, Bakary Koné connaissait tout le scénario par cœur, donc il aidait les autres acteurs à mémoriser leur texte. Il arrivait le premier, il rangeait la salle, il fermait la salle, il nettoyait la salle. Voilà, nous, on est un peu old school, quoi, dans la discipline avec les acteurs. Et donc, progressivement, il est devenu Roman. Et moi, je l'ai choisi parce que on avait réussi à établir une communication. On n'avait pas besoin de se parler. Voilà, on n'avait pas besoin de se parler. Il ramenait une grande sensibilité au personnage, mais au début, il était très timide, il n'osait pas. Et mon producteur ivoirien l'avait remarqué dès les premiers essais. Il a dit, ouais, si ce jeune il sort de sa timidité, ça sera lui. Et finalement, à la fin, tout le monde était d'accord pour que ce soit Bakary Koné. Et le parallèle qui était intéressant sur le plateau, c'est que il y a Bakary Koné qui se révélait en tant qu'acteur, qui se fabriquait en tant qu'acteur, et il interprétait Roman qui se fabriquait en tant que conteur. Voilà. Ça doit être passionnant de voir ça. Ça doit être passionnant de voir ça. Hein. Quelque chose qui soit de mouvement. À un moment dans le film, il se passe un truc incroyable, c'est que autant on sait où se déroule le récit, on sait où a lieu cette prison, parce que vous l'expliquez dès le départ, mais plus on avance dans le film et plus on perd cette notion comme ça de lieu, de géographie, on se dit c'est l'image du monde, quoi, de notre monde. Et puis, d'un seul coup, il y a des images d'archives. Oui. Et là, vous nous renvoyez réellement à un pays, un contexte historique, à une histoire. Et est-ce que ça, pour vous, ce moment-là, c'est ça qu'on voit le Gbagbo, est-ce que ce moment-là, pour vous, c'était une évidence c'était déjà dans le scénario ou ça a été rajouté peut-être lors du montage? Non, ça a été écrit. Je suis un réalisateur qui travaille vraiment sous forme de vision, donc j'essaie de voir le film entier. C'est quelque chose qui a été écrit dès le départ.
c'est quelque chose qui a été réduit un peu dans l'écriture pour ne pas ouvrir trop de débats, mais qui était là. Mais on savait qu'on allait mettre ces images d'archives et on a passé beaucoup de temps avec la production, avec la monteuse Foglia à discuter de ce moment-là parce qu'on savait que ça allait poser question. Moi, je suis un observateur de la Côte d'Ivoire. Depuis 2002, je témoigne de ce conflit, de cette crise, de ce territoire en crise. Donc, il était évident que faire un film après la guerre civile qu'il y a eu en 2011, après la crise post-électorale qu'il y a eu en 2011, faire un film, ça voulait dire faire un autre état des lieux de la Côte d'Ivoire. Et après, je pars des histoires. À partir du moment où j'ai décidé de raconter l'histoire de Zamaking et que Zamaking a été rebelle, Zamaking était proche des rebelles, Zamaking s'est battu avec les rebelles. Et c'est à la suite de ça, quand il n'a pas été pris comme soldat, qu'il a créé son gang. Donc en fait, je me suis demandé comment je pouvais montrer l'entrée de Zamaking dans la rébellion. Et quand on sait qu'il y avait 2000 rebelles avant l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo et que le lendemain de son arrestation, il y a eu 5000 rebelles, je me suis dit que c'était une bonne entrée. J'avais même développé des choses. Mais que je n'ai pas pu tourner finalement parce que le récit a été trop vaste, mais que j'ai enlevé avant le tournage. Je voulais faire une déambulation dans tout Abidjan avec les soldats Ezama, les rebelles Ezama, et qu'ils aillent dans des cités universitaires qui étaient occupées par les rebelles, qu'on voit des gens chanter, qu'on voit toute cette jeunesse en fait qui a suivi la rébellion et qu'on voit son espoir en fait d'avoir un travail, d'avoir une situation. Voilà, une longue déambulation finalement, je l'ai fait beaucoup plus courte, mais j'avais aussi, comme vous le dites, envie de dire, voilà, c'est ce territoire-là qu'on filme. Les archives ont cette force-là. Moi, j'utilise les archives depuis mon film Chronique de guerre en Côte d'Ivoire. J'utilise les archives comme de la fiction. C'est mes acteurs. Ce sont mes acteurs. Quand j'ai une archive, je considère que ce sont des acteurs. Je les coupe image à l'image près, comme si c'était de la fiction. On fait rentrer tel soldat, mais les archives disent à un moment, voilà, cette histoire-là, cette histoire qui nous fait voyager, cette histoire qui est universelle, qui est comme les contes des mille et une nuits, mais non, elle a un territoire et on ne peut pas la sortir de ce territoire. La Nuit des Rois donc est en salle actuellement. Juste une dernière question parce que ce film vous l'avez travaillé depuis très très longtemps, depuis un certain temps. Il y a eu effectivement ensuite la situation pandémique, tout cela, mais le film est là, il existe. Vous comment on peut sortir d'un tel film qui peut aussi avoir des aspects personnels et qui parle d'un pays qui est le vôtre? Comment on peut sortir d'un tel film? J'en suis sorti déjà. J'en suis sorti. Et l'histoire est plus complexe que ça parce que quand j'ai fait ce film, j'ai terminé le tournage, j'étais en post-production, je commençais la post-production à Montréal, je suis retourné à Abidjan et je me suis fait agresser par une bande de microbes. Donc c'est comme si la fiction rejoignait complètement la réalité. Donc j'ai eu 3-4 opérations, j'ai fait ouais, sérieux. Et j'ai fait toute la post-production avec le bras plâtré, les dents cassées, la tête ouverte et tout, et à Montréal sous -15. Et donc ce film-là est sorti de cette situation aussi. Et aujourd'hui, avec l'écho que reçoit le film, moi je suis sorti de cette histoire, aussi bien personnellement que narrativement, et je suis déjà en train de partir vers d'autres histoires de rédemption aussi. Alors les microbes, pour ceux qui ne savent pas, si je me trompe pas, c'est des gangs de jeunes délinquants, c'est bien ça. Hein. Voilà, c'est des gangs de jeunes délinquants de 8 à 18 ans dont on raconte l'histoire dans le film. Zamaking, c'est le chef des microbes et c'est des gangs qui dialoguent pas, qui agressent à la machette. Voilà, le mode opératoire de vol, c'est d'agresser à la machette au départ et après de voler. Donc. Écoutez, le plus important, c'est que vous soyez en vie et que le film aussi le soit plus ou moins. Donc, vraiment, je suis... Voilà, j'ai pas voulu faire toute la campagne de sortie là-dessus. C'est juste pour dire que, voilà, c'est un film qui contient beaucoup de choses, mais en tant que cinéaste, mais quand le film est là, mais pour moi, je suis libéré de tout ça et puis j'essaie d'ouvrir la porte à d'autres fantômes.
La Nuit des Rois, donc, c'est un film absolument bouleversant qu'il faut absolument voir. Il est en salle. Je remercie Macna Press pour la conception de cette émission et surtout, je vous remercie, Philippe, parce que c'était c'était tendu. Voilà, mais on l'a fait en 2 fois. Mais c'était. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de morceaux. Voilà, c'est ça un peu la vie. Et voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et longue vie à ce film. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.